Depuis de nombreuses années, on voit émerger des nouveaux enfants, des enfants sensibles, voire même hypersensibles. Et ces enfants-là viennent un peu bousculer notre façon d'éduquer, que ce soit dans les familles, voire même dans les milieux d'éducation. On peut même dire que ces enfants-là nous dérangent, mais est-ce qu'ils sont vraiment dérangeants ou au contraire, ils amènent une clé pour nous éveiller, changer notre état de conscience puis nous faire passer à un autre niveau? On en parle aujourd'hui avec Kayla Rodrigue, docteure en psychologie spécialisée en neuropsychologie. Bonjour et bienvenue dans le balado Les révélations de la Terre. Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Bonjour Kayla! Bonjour Liliane. Comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour parler d'un sujet tellement cher à mes yeux qui est l'hypersensibilité ou la sensibilité. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises quel mot tu préfères, toi, chez ces enfants-là, dans les familles, dans la société. Ouais. Bien, premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, puis c'est tellement un sujet important et qui me touche parce que oui, ça fait partie, peu importe le terme, là, sensibilité, hypersensibilité. Moi, je suis au-delà des termes, au-delà des diagnostics dans mon approche d'ailleurs, et c'est vrai que ça fait partie des préoccupations des parents. Ils vont pas tout le temps, souvent ils vont nommer ça hypersensibilité, mais c'est pas, ils viennent pas nécessairement pour ça, ils viennent pour les comportements difficiles, ils viennent pour les symptômes justement qu'on voit, l'anxiété, l'opposition que ça crée. Et moi, souvent, ce que je vais faire, c'est les éveiller à qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis comme tu dis, c'est que ces enfants-là, ils viennent pour une raison. Ils ont... en fait, j'ai presque envie qu'on rentre là-dedans tout de suite. Là. Ils viennent pour nous éveiller à quelque chose en tant que parents. Dans le sens que, oui, les parents sont des guides pour les enfants. Puis ça, moi, je le nomme comment devenir un guide conscient pour le parent. Mais en même temps, c'est un double rôle. L'enfant a aussi le rôle d'éveiller le parent, dans le sens qu'il va l'éveiller à ses blessures, l'éveiller à ses patterns, à ses réactions pour que le parent change. C'est ça que moi, j'appelle la parentalité consciente. Donc, c'est fou et c'est magique, comme tu dis, quand le parent prend conscience de ça et qu'il change sa parentalité pour vraiment se connecter à l'essence de l'enfant, le voir comme il est et non pas comme un enfant qui a un problème et non pas comme qu'est-ce qui se passe, probablement qu'il y a un trouble, on va essayer de mettre un couvercle là-dessus, mais quand le parent prend vraiment le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est là que la magie s'opère, de un pour le parent, mais de deux pour l'enfant aussi. Ça permet de croître. Là. Parce que toi, dans ton approche de psychologie ou de neuropsychologie, tu viens d'un milieu où on t'a appris à faire des diagnostics, à avoir des problèmes, finalement, chez les enfants. Mais là, de ce que je comprends bien, toi, tu as une approche qui est très holistique. Tu inclus aussi, justement, le sens de la présence d'un humain ou d'un enfant dans une famille. Et tu vois pas juste, comme tu disais, le trouble d'opposition ou l'anxiété comme étant un problème, comme si notre enfant était cassé. Non. En fait, c'est le contraire. Tu es en train de dire, attention, il y a un message derrière, puis peut-être que ce message-là, il est là pour faire grandir le parent, pour l'éclairer. Exact. Donc, c'est des éclaireurs, même s'ils sont un peu maladroits, c'est ça? Oui, puis c'est vraiment pas la vision de de tous les docteurs en psychologie, dans le sens que moi, avant de rentrer dans le sujet, je peux peut-être mettre la table sur... comment j'en suis arrivée là avec cette vision-là plus holistique. Là. Avant, j'étais neuropsychologue, j'avais une approche assez médicale de voir les enfants arriver dans mon bureau avec leurs parents, souvent dans l'optique, est-ce qu'il y a un TDAH, est-ce qu'il y a un trouble X, Y, Z? Donc, on faisait une évaluation. On arrivait à la conclusion que oui ou non, avec, mettons, une hypothèse diagnostique et des recommandations. Souvent, tout le monde était content ou pas, là, mais dans le sens que des fois, c'est dur de recevoir une étiquette là, pour son enfant. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. On dirait que j'allais pas à l'essence, même si moi, j'avais l'impression de trouver qu'est-ce qu'il y avait. Les parents, en fait, c'est vraiment mon expérience dans le milieu scolaire qui m'a démontré que les enfants, il y avait un beau rapport, toute l'évaluation était faite, mais les difficultés perduraient. Là, je disais, ah non, il y a quelque chose qui manque. Puis on a beau, tu sais, donner la médication. Des fois, ça fait toute la différence, mais souvent,
il manquait quelque chose. Fait que je me suis dit, non, il faut que j'aille plus loin. Là, je suis allée me former et tout. Puis là, c'est là que j'ai ouvert une boîte. De Pandore. Oui, de Pandore, mais je suis allée me former, oui, sur des approches un peu plus scientifiques, mais aussi sur des approches plus de conscience, plus spirituelles. Et c'est là que l'amalgame des deux, l'intégration des deux a fait mon moment haha. Donc, j'ai commencé à intégrer cette approche holistique-là dans mes accompagnements. C'est certain que là, j'ai dû sortir de mon ordre professionnel pour faire ça parce que tout le côté plus énergétique, plus spirituel, c'est moins bien vu. Mais je vois tellement la puissance dans mes accompagnements quand je le fais comme ça. Et pour répondre plus concrètement à ta question, donc oui, souvent, ce qu'on est habitué dans la société, c'est de voir l'enfant avec ce que j'appelle, moi, la pointe de l'iceberg, là, oui. Comme les symptômes. Donc, mon enfant vit de l'anxiété, il est opposant ou il fait des crises. Donc, c'est vrai, c'est présent. Oui, on peut le gérer de façon superficielle, mais comment, si on veut qu'il y ait un changement à long terme, on peut descendre puis aller voir ça vient d'où, qu'est-ce qui crée ces symptômes-là? Et pour moi, il y a différents facteurs, oui, ça peut être neurologique, ça peut être émotionnel, ça peut être même au niveau plus physique, au plan du microbiote, mais ça peut être énergétique aussi. Donc, environnemental. Environnemental Parce également. Que ça me fait penser un peu à comme dans la nature. Finalement, tu sais, j'aime ça enseigner à mes élèves ou parler du fait que les animaux, tout ce qui est vivant, finalement, les plantes, les animaux, les humains communiquent entre eux et s'impactent les uns les autres. Donc, la présence de l'un va modifier, on parle de l'énergie, mais de tout l'écosystème. Donc, au final, ce qu'on oublie, c'est qu'on est des êtres vivants, qu'on est impacté par notre environnement, que notre environnement nous impacte. Et toi, en fait, tu as envie de comprendre, est-ce que, justement, l'enfant a la bonne nourriture pour son développement, pour l'amener dans une bonne santé? Est-ce que dans les dynamiques relationnelles, parentales, ça convient? Exact. C'est quoi les problèmes sous-jacents dans le milieu? Et j'avoue que c'est comme un peu un archéologue. J'imagine ton travail, c'est un peu comme un archéologue d'aller comprendre tout ce qui se passe dans les racines de cet écosystème-là, de ces relations-là, puis de dénouer des nœuds ou d'amener une lumière, c'est ça? Oui, puis j'aime le point que tu amènes avec l'environnement. C'est vraiment un transfert d'informations. C'est un peu ce que le docteur Daniel Siegel dit, sans parler il ne parle pas ésotérique, mais il va parler de ce transfert d'énergie-là. Puis un des facteurs dans l'environnement qui est vraiment clé, c'est la relation. Donc, puis là, on peut être en relation avec plusieurs des éléments de la nature, plusieurs personnes, mais une des relations qui vient vraiment nous transformer ou nous déclencher, souvent, parfois, c'est la relation parent-enfant. Donc, c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait au départ. Mettons, une personne qui n'a pas d'enfant, qui va être en relation avec son environnement, va aussi avoir cette opportunité-là d'être déclenché, de travailler sur soi, fait qu'on a tous l'opportunité de grandir là, quand on arrive ici, d'évoluer. Mais avec un enfant, c'est comme décuplé. Pourquoi? Parce que l'enfant va venir activer dans nous des dynamiques, des patterns que nous-mêmes, on a vécu dans notre propre enfance, des blessures qu'on pensait comme, on va dire qu'on a cachées, soit par des défenses ou des mécanismes, peu importe. Et je vais donner un exemple. J'ai un client, sans donner les détails, là, j'ai un client qui me disait, je pensais jamais que j'avais autant de colère, de frustration. Tu sais, dans sa vie, il était de bonne humeur, il vivait, mais il dit, depuis que j'ai mon enfant, on dirait que je me sens tout le temps frustrée, je me sens tout le temps en colère. C'est comme si l'enfant, c'est pas l'enfant, mais le comportement que l'enfant vient déclencher à l'intérieur de lui toute la frustration qu'il avait peut-être réprimée. Puis est-ce que tu dirais que cette colère-là qu'il a réprimée vient de sa propre enfance et de sa propre relation avec ses parents? Si c'est une colère qui est là, sous-jacente, là, comme un volcan, elle doit être là depuis longtemps. Puis si justement on n'a pas eu une éducation consciente de la relation, des besoins de l'enfant ou de la relation parent-enfant, parce que j'ai l'impression que tu parles de pleine conscience, mais de développement personnel. Oui, c'est ça. En fait, tout est relié. Là. Le développement, quand on a une approche de développement naturel, on peut parler, tous les concepts qu'on parle pour la petite enfance sont bons aussi, pour même l'adulte. Est-ce que ça vient nécessairement de l'enfance? Pas nécessairement la frustration, mais le pattern de réprimer la frustration.
Dans le fond, la relation qu'on a avec nos émotions, la capacité de les exprimer même des nommer, de les ressentir. En tout cas, on pourra en reparler plus tard. Il y a toutes des étapes au niveau du développement émotionnel. Donc, c'est pourquoi être parent, moi je dis c'est un des plus beaux métiers du monde, mais un des plus difficiles parce qu'il faut être prêt à travailler sur soi. Si on ne le fait pas, on va faire notre vie pareil, mais c'est comme si on faisait notre vie un peu avec pas un bandeau, mais un voile, des lunettes, dans le sens qu'on va rester comme dans la pointe de l'iceberg, on va avoir des symptômes, des comportements, on va se demander pourquoi, c'est quoi le problème, pourquoi mon enfant est comme ça, pourquoi... Le problème, ça risque d'être toujours les autres aussi. Tu sais, qu'est-ce qui l'irritant, le déclencheur, ça va être extérieur à nous, donc il y a moins d'introspection. C'est soit que ça va être extérieur à nous, puis on cherche le problème, ou soit qu'on va le mettre à l'intérieur à nous, puis là, on va s'auto-flageller. Je suis donc même pas un bon parent, puis je me sens coupable et tout ça. Ouais, quand on ne prend pas cette hauteur-là de devenir conscient de ce qui se passe, puis, et aussi d'aller prendre conscience du développement d'enfants, de comment, tu sais, ça s'apprend aussi, ça. Techniquement, on l'a de façon interne, ce côté-là. Tous les mammifères ont les instincts internes pour bien prendre soin, on va dire, de notre progéniture. Sauf qu'avec la société, avec le stress, avec nos croyances, avec la pression, ça vient être détourné, ça vient qu'on perd un peu l'instinct primaire. Mais moi, je me reconnais beaucoup dans ces enfants hypersensibles-là parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper émotive, hyper sensible, mais je voyais aussi des réalités, des dysfonctions dans ma famille. Je pouvais même sentir les pensées ou les émotions de mes parents. Et quand je le nommais, comme pour envoyer des signaux d'alarme, c'était très mal perçu, puis c'était retourné contre moi, puis il y avait beaucoup de déni, puis tu parlais de colère tantôt, je sentais beaucoup de colère chez les membres de ma famille, qui m'amenait moi aussi, évidemment, dans la colère, donc on se le jouait un petit peu. Puis moi, j'étais confrontée au fait de me dire, mais mes perceptions puis mes ressentis, puis ce qui est pas, je sens qu'il me fait pas du bien, quand je le nomme pour ultimement que ça soit réglé, parce que c'est un peu ça, les enfants, j'ai l'impression, en tout cas, si je reviens, moi, dans mon enfance, c'est ce que je cherchais à faire, mais comme j'étais pas entendue puis qu'on dénouait pas le nœud, mais je souffrais encore plus. Et j'ai l'impression que ma santé mentale, ou en tout cas mon sens d'identité ou mon estime personnelle a été comme un peu abîmée à cause de ça, parce que quand on reconnaît une vérité, on reconnaît ce qui est réellement là, je trouve que ça apaise tout le monde. Tu sais, le but, c'est pas d'être parfaite, mais c'est d'être vrai. Fait que, tu sais, si on nomme les choses puis qu'on dit, oui, c'est vrai, là, maman est en colère, ou là, elle est stressée, ou là, elle est fatiguée, ou oui, c'est vrai qu'il y a un problème dans la famille, puis que tu le nommes, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus apaiser l'enfant qui va dire ce que je perçois, ce que je ressens est vrai. Mais si on dit tout ce que tu perçois et ce que tu ressens est faux, ça crée un monde d'illusions, comme tu dis un peu avec le voile. Et je pense que ça peut impacter la santé mentale de nos enfants. Du moins, moi, j'ai senti que ça m'avait affectée. Il y a tellement de choses dans ce que tu dis. Là, je vais essayer d'en ressortir le plus possible. De un, en tant qu'enfant, c'est hyper important de se sentir entendu, reconnu. Bon, ça, on l'entend souvent. Et quand tu as une émotion, un sentiment ou une perception, une observation que tu as fait, là, toi, tu parles d'une observation que tu faisais dans la dynamique familiale et que tu nommes, puis toi, tu es persuadé de ça, puis que ton parent te dit non, tu ne te valide pas, mais toi, tu le ressens. Fait que là, c'est comme si ça fait à l'intérieur de l'enfant comme « Ah, on dirait que est-ce que je peux vraiment faire confiance en mes sentiments? » Fait que là, ça vient aussi mélanger l'enfant dans ce qu'il reçoit ou autre chose que ça peut faire, c'est si je me fais pas valider, je suis pas reconnue, mais en même temps, je veux être aimée par mes parents. Fait que chez certains enfants, ça va les faire taire. Donc, je suis mieux de pas... Donc, ça fait comme un faux self, là. Je suis mieux de pas nommer ce que je ressens vraiment parce que ça se peut que je me fasse rejeter pour ça. Donc, il peut y avoir différentes dynamiques qui se créent. Mais couper l'émotionnel, parce que moi, quand j'accompagne des adultes, souvent, ils sont plus capables de ressentir rien. Ils ressentent plus leur corps, ils ressentent plus leurs émotions, ils sont plus connectés à leur sens. Donc, ça doit être un clapet qui ferme. Je vais nommer, pour expliquer ça, parce que la première étape du développement émotionnel, c'est d'être capable d'exprimer son émotion. Puis quand on est jeune, c'est de pleurer, crier. Puis souvent, qu'est-ce qu'on se fait dire? C'est « Arrête, c'est tannant, c'est assez. Tais-toi. Ben non, c'est pas ça. Ben non, t'as pas raison. » Fait qu'on vient de mettre un couvercle là-dessus. Fait que déjà là, on vient d'apprendre que tu peux pas avoir d'émotion, c'est pas bien d'avoir d'émotion. Fait que ça bloque cette voie-là qui est hyper importante pour la maturation émotionnelle, même l'évolution de l'humain en général. Là. Puis la deuxième, c'est d'être capable de nommer les choses, d'être capable de... Puis ça, il
il y a beaucoup de programmes qui est fait là, pour être capable de nommer l'émotion. Ah, ça, c'est de la joie. Il y a plein de livres qui sont faits là-dessus, puis c'est parfait. Sauf qu'il faut que la première étape soit là avant. Deuxième. Et la troisième, qui est souvent absente puis qui est une des clés, c'est de ressentir. Parce que souvent, on reste trop mental. Oui, parce que c'est ça que la société nous demande. Elle nous demande de tout mentaliser, de réfléchir, d'être dans la logique, la science. Ouais. Et tous nos 5 autres sens, voire même notre 6e sens, on dit que c'est tout faux. On banalise ça, puis c'est dérangeant parce que c'est vulnérable, puis c'est authentique, c'est vrai. C'est ça, c'est vulnérable. Oui. Puis c'est désagréable des fois, ça fait peur. Et ceux qui sont pas capables pour différentes raisons d'aller là, soit à cause, justement, mon parent, moi, quand je suis vulnérable puis je me laisse aller, il est pas bien avec ça. Fait que là, où la dynamique que je ramenais, tu sais, si l'enfant ressent de la colère ou ressent de la tristesse, il y a des parents qui sont pas à l'aise avec ça, ça vient déclencher, parce qu'eux-mêmes sont un peu défendus ou ils touchent pas à ça. Oui. Là, arrête ça, non, c'est pas grave. Ou, oh, viens, je viens. Mais non, c'est correct, là, c'est correct. Ou, je vais te trouver une solution, ou je vais acheter la paix. Surprotection ou c'est ça. Ignorance. Ou va dans ta chambre, là, c'est pas tant de ça. Donc, on vient qu'à bloquer, là, ça crée des défenses, dans le fond. Ça va créer des défenses. Et en même temps, ça va nuire au lien d'attachement. Ça, c'est une autre racine hyper importante, parce que l'enfant ne se sentira pas compris. Et combien d'enfants, puis là, je suis sûre que Liliane, dans ton exemple, tu as dû ressentir ça quand tu étais jeune. Il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui m'aime. Tu l'associes à l'amour. Exact. Si tu n'es pas vu et reconnu, on dirait qu'on n'aime pas, tu n'as pas de valeur dans ce que tu es. Oui, c'est ça. Il y a différentes étapes d'attachement. On ne rentrera peut-être pas là-dedans, mais une des étapes importantes, c'est de se sentir important, se sentir aimé, se sentir compris de l'intérieur. Ça, c'est plus les étapes plus profonde, là, il y a des étapes plus avancées. Ce qui monte en moi quand je t'écoute, puis ça fait tellement de sens, parce que quand on va là, parce que quand j'enseigne aux gens d'aller communiquer avec la nature ou les animaux, il faut que de un qu'ils recommencent à ressentir des choses, puis je me rends compte que quand on ouvre cette boîte de Pandore-là, il y a des traumas qui sortent. Donc là, au lieu que ça soit beau, puis puissant, puis rassurant, puis de se donner justement la reconnaissance, l'amour, la validation qu'on a manqué, avant même d'être capable de développer ces qualités-là pour leur donner ce qu'on n'a pas eu, comme reconstruire une parentalité à soi-même, finalement, différente de nos parents. Il y a beaucoup de traumas qui émergent. Puis là, quand on est dans cette crise de traumatique-là, là, tu te dis, wow, je comprends maintenant pourquoi on est déconnecté de nous, déconnecté des autres, déconnecté de nos enfants, de la nature, des animaux, de tout ce qui est vivant, puis qu'on est avec du matériel seulement, puis du divertissement, parce que ça nous met dans un truc éphémère de joie. On n'a plus à sentir notre vide ou notre... Oui, mais là, c'est que ça, fait qu'il y a beaucoup de traumas qui viennent avec le fait d'avoir tout refermé, puis de ne pas s'être senti validé, aimé. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? C'est sûr que là, avec l'exemple que tu me donnes, c'est pour ça que c'est important chez les personnes qui sont défendues comme ça avant d'aller, puis les enfants aussi, c'est le même pattern que j'explique aux parents comment faire avec l'enfant. Avant d'aller trop creux dans la vulnérabilité, il faut s'assurer que l'enfant ou la personne se sente sécure, qu'il y ait un attachement important pour que quand la personne s'ouvre puis soit en vulnérabilité, qu'elle se sente que, OK, j'ai un pilier sur lequel... Puis on peut, tu sais, au niveau adulte, ce pilier-là peut être un conjoint, conjointe, une amie, mais ça pourrait être aussi soi-même, son adulte intérieur qui devient ce pilier-là. Tu sais, on a différents personnages à l'intérieur de nous, puis on peut créer ça aussi à l'interne. Mais ça peut être un coach. C'est pour ça, souvent, les psychologues, les thérapeutes, coachs vont servir de piliers d'attachement qui vont créer cet espace-là sécuritaire. Space. Oui, pour permettre une ouverture de vulnérabilité. C'est ça, que je peux me sentir, je vais me laisser aller comme ça. C'est pour ça que dans notre monde, quand on se sent stressé, quand on se sent toujours, on a comme on vit toujours dans une bulle stressante que le corps, hein, c'est pas un processus mental, là. Le corps a l'impression qu'il doit se mettre en défense toujours pour performer. Le système nerveux, il est affecté dans ce temps-là. Hein? Oui, moi j'appelle ça, tu sais, pour rendre plus simple le système nerveux, je mets ça en 3 zones, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Entre autres, il y a Dr. Siegel encore. Zone verte, c'est quand on est vraiment bien, on se sent en sécurité. Parasympathique. Oui, c'est ça, on est là-dedans. Après ça, il y a la zone rouge, quand on est plus dans le sympathique, mais il y aurait aussi la zone bleue, quand là, on revient plus dans l'état de figement. Paralysé, là. Oui. Comme une biche sur l'autoroute. C'est ça. Donc, mettons, pour y aller très grossièrement. Fait qu'on doit être dans une zone verte pour maturer, pour grandir, pour évoluer. Ça aussi pour nos enfants. Donc, comment on va aider nos enfants à être dans des zones vertes pour leur permettre... Donc, pour être dans une zone verte, il
il y a certaines clés, tu sais, on doit se sentir compris. Et en tant qu'adulte, c'est rare qu'on va vraiment connecter à l'enfant, à ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On va être toujours en mode redirection, c'est-à-dire « Ah, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi, ben non, tu peux pas faire ça. » ou Laisse-moi t'expliquer telle affaire. » On va toujours... Dans le faire, puis comme tu dis, Oui. C'est nous qui avons le volant de la voiture. Il est toujours assis sur le siège arrière, fait qu'il n'est pas dans son pouvoir personnel. Je vais donner un exemple concret. Mettons un enfant qui vit de l'anxiété. J'ai peur des monstres avant d'aller dormir. Mais le parent va souvent être dans la rassurance. Puis, c'est ça, on pense bien faire, là. Mais non, tu vas voir, ça va bien aller. Viens, on va utiliser telle technique pour reprendre. Puis là, on va utiliser des techniques de respiration. Tout est bon là-dedans. Sauf que c'est de la redirection. Ça ne vient pas valider, connecter avec ce que l'enfant a à l'intérieur. Est-ce qu'on peut connecter de genre, ouf, je vois que tu as vraiment peur de ça, on dirait que tu t'imagines des choses, tu penses à des monstres, ou puis là, après ça, on pourrait aller, peut-être qu'ils voient pour vrai les monstres, là, puis on pourrait parler là-dessus. Des grands-mamans qui est morte, ou... Exact, c'est ça, on pourrait aller là-dessus, parce qu'il y en a, c'est ça, là. Ouais, mais dans le sens, justement, prendre le temps d'aller valider des monstres, comment tu les vois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, puis c'est donc, de rester dans l'inconfort. De rester dans l'inconfort J'aime ça. Pour aller chercher ce que le Dr. Neufeld appelle les larmes. Aller chercher ce deuil-là, cette résilience-là pour qu'il y ait un rebond après, comme pour que l'enfant trouve presque lui-même la solution, pour qu'après ça fasse « Ah, ben je vais être correct finalement. » Attends, là, tu me dis trop de choses, là. Il faut que tu m'expliques ça, là. Fait que là, l'enfant, il est dans la peur. Ouais. Et là, tu veux qu'il aille chercher les larmes. Ben, dans le fond, on va connecter dans le sens qu'on va juste parler de ce qui est là. On peut connecter à différents niveaux, mais juste pour garder ça simple, on va parler de ce qui est là, de sa peur, de qu'est-ce qu'il voit, de comment il n'est pas bien avec ça, puis que là, tu vois comment je parle, puis j'amène les larmes, tu sais, dans le sens... Fait qu'on n'amplifie pas la peur au point de faire une crise d'anxiété. Genre, oh ouais, il y a des monstres dans la chambre. Où ça? Attention! Oui, c'est ça, cache-toi! Non, pas dans ce sens-là, mais rester avec ce que l'enfant apporte, reformuler, faire des reflets, des reformulations, des questions, mais toujours en restant là-dedans, pas en emmenant « ben non, c'est correct, regarde, ben non, regarde, il n'y en a pas en dessous du lit. » Bon, on veut vraiment rester avec lui et normaliser. C'est là, avec ce que tu me dis, si tu vois ça, c'est normal que tu aies peur. T'es pas anormal. Non, c'est ça, on veut valider puis normaliser. Puis on va pas dans l'opposé. J'ai peur. Non, non, tout va bien dans la vie. C'est ça. T'sais, on n'est pas en train, comme tu dis, de changer de tout ou rien. Ouais. Comme si c'était pas correct. C'est ça aussi. Ça veut pas dire qu'on mettra pas de limites, parce que là, on est dans l'anxiété, ça, à guillemets, c'est peut-être plus facile, mais l'enfant qui est en colère, qui est frustré parce que il peut pas avoir un deuxième biscuit, mettons, pour le dessert, on va faire la même technique, on va connecter. Comme, ah, tu les as trouvés tellement bons, hein, toi aussi, t'en voudrais un deuxième, puis c'est normal tannant quand on peut pas avoir ce qu'on veut. Puis on va connecter à ça. Mais après ça, on va pas nécessairement aller « Ah, OK, d'abord, tiens. » Non. C'est pas comme le rôle du sauveur qui veut tout de suite tellement reconnaître la souffrance que de le régler tout de suite non plus. C'est pas de reconnaître et normaliser, ça veut pas dire donner raison. C'est ça, ça veut pas dire donner raison et... tout donner à la personne. Exact. On peut avoir des limites. Là, ça m'amènerait sur un autre sujet. Est-ce que nos limites sont conscientes? Parce que des fois, en tant que parent, on met des limites parce qu'on a peur de quelque chose qui peut arriver ou parce que, voyons, dans la vie, c'est de même, ça se fait. Ou, fait que là, en tout cas, il y a tout un autre pan. Oui, c'est ça. Il y a tout un autre pan qu'on peut parler. Là, parce que ça aussi, souvent, les parents vont mettre des limites. Puis là, ça n'a plus de sens pour l'enfant. Puis là, l'enfant, justement, qui est allumé, qui est wise, bien là, ça va créer de l'opposition. Comme... Puis là, il va chercher à confronter, à argumenter. Mais c'est intéressant parce qu'au final, tu apprends à l'humain à ressentir. Puis c'est ça que la société puis les écoles nous amènent pas parce que tu mets dans une classe 30 enfants qui n'ont pas le droit de ressentir. Il faut juste qu'ils apprennent, qu'ils soient dans le mental. Dans les familles, on essaie que tout soit parfait, que tout le monde soit toujours dans la joie ou dans le calme. Puis il y a tout un pan d'histoires vécues qui sont pas reconnues, mais qui mériteraient de l'attention. Puis comme tu dis, c'est vrai qu'on est beaucoup dans... Vite, on reprogramme notre cerveau, notre émotion pour être dans la joie et le bonheur, alors qu'il y aurait un temps où on pourrait se déposer dans cette émotion-là pour la reconnaître. Puis je suis sûre qu'elle partirait encore plus vite. Sauf que j'ai envie, pour pas culpabiliser aussi les parents, je vais donner un exemple personnel. Tu sais, moi, je suis là-dedans, je connais ça. Et mes propres enfants
même si je suis là-dedans, ben ils en ont des difficultés, là. Puis il y en avait aussi des défenses émotionnelles, puis des blessures. Donc, chaque enfant arrive avec son bagage, puis tu le dis, de plus en plus, les enfants arrivent avec une sensibilité. Et plus les enfants sont sensibles, plus ils vont être fragiles à avoir des défenses d'attachement, des défenses parce que, justement, ils perçoivent trop, c'est trop pour eux rapidement. Oui. Donc, le corps, naturellement, va se défendre. Et là, souvent, ça va créer des enfants durs à éduquer, dans le sens plus bossy, plus opposant, dans la théorie développementale d'attachement de Dr. Neufeld, il appelle ça les enfants alpha. C'est comme s'ils veulent reprendre un peu... Le pouvoir? Oui, mais de façon... Ils veulent pas vraiment ça, mais c'est comme instinctivement, c'est comme je me sens pas en sécurité, je me sens pas bien, c'est trop pour moi, donc je prends le contrôle. Mhm. Et c'est aux parents à percevoir cette dynamique-là et à rassurer, à dire non, non, je suis là pour toi. Laisse-moi m'occuper de toi. Puis, tu sais, on dira pas, même si on dit ça verbalement, ça sera pas suffisant, là, mais juste pour l'image. Et cette dynamique-là peut se créer justement chez des enfants très sensibles, mais peut aussi se créer quand le parent donne le pouvoir de façon inconsciente, souvent, à l'enfant, en étant soit trop autoritaire, là, puis là, ça cache justement des déclencheurs, un manque de pouvoir parce que tu joues ton pouvoir. surjoues ton pouvoir, ou puis c'est pour ça que des fois, la parentalité bienveillante ou positive a moins bonne presse, parce que des fois, le parent, en voulant trop prendre soin, laisse trop de lousse à l'enfant. Puis il n'éduque pas l'enfant. Il y a de la misère à mettre les limites, tout ça, mais pensant à répondre aux besoins de l'enfant. Parce que souvent, la parentalité bienveillante, on se dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? On veut répondre aux besoins, sauf que souvent, c'est fait d'une façon que l'enfant prend le alpha. Il sait que quand il est dans cette zone-là, il y a du soutien bienveillant aussi. Ben, en tout cas, ça serait plus complexe que ça à parler, mais je vais essayer de donner un exemple. Mettons que la maman essaie de se connecter parce que là, elle va se connecter. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien? Oui, j'ai besoin de ça. OK, ben je vais t'aider. Tiens ça. Mais là, je veux ça aussi. Ah, ben OK, je vais t'aider. Là, je veux ça. Là, on voit le pattern. Non, fais ci, fais ça. Puis là, le parent, ben pensant bien faire. Oui, là, le parent, sans s'en rendre compte, devient comme au service. Puis là, il y a comme, c'est ça. Puis là, le parent, un moment donné, il y a comme une rage parce qu'il n'écoute pas ses limites. Et là, qui build, puis là, c'est assez, puis tatata. Fait que là, moi, j'appelle ça le yo-yo parental. Il y a beaucoup de parents qui sont pris là-dedans. Tu sais, quand on entend les termes mom rage, puis ça, c'est sans s'en rendre compte, ils sont pris dans ce yo-yo-là. Ils veulent être bienveillants, ils connaissent, ils sont... ils veulent pas blesser l'enfant, ils veulent qu'il sente qu'il est écouté. Oui. Je peux me reconnaître un peu là-dedans. Ils sont éduqués là-dedans, puis moi aussi, je me reconnais là-dedans, tu sais, dans le sens que on connaît, on est éduqué, dans le sens qu'on a lu sur la parentalité. Puis on veut donner ce qu'on n'a pas reçu. On veut donner, puis là, on veut soutenir. Puis là, mais on n'écoute pas nos limites, puis on le fait peut-être pas de la bonne façon parce qu'on perd notre alpha, puis là, maintenant, on n'est plus capable, puis bang! Puis là, on crie, là, c'est assez. Parce qu'on se sent coupable. En ce que je parlais pour moi, comme moi, j'ai pas eu ce soutien-là, ben je pense que j'ai basculé de l'autre côté où j'étais beaucoup dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans le soutien, puis dans le développement personnel. Fait que mes enfants, ils ont une belle intelligence émotionnelle, puis ils sont très conscients. Les professeurs, les médecins, ils n'en reviennent pas de leur capacité à se nommer, à vraiment tout nommer, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent avec conscience. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je leur donne beaucoup, je les garde, tu sais, puis quand que c'est assez, ben là, oui, il y a un déséquilibre. Puis là, oui, la colère peut monter. Fait que je me reconnais là-dedans, mais effectivement, ça peut être un contrebalan. C'est dur de trouver le juste milieu, justement. Ben, c'est pour ça que moi, c'est une autre clé que j'apprends aux parents, puis tu sais, je veux dire, c'est un travail d'une vie, là. C'est la clé de la conscience, d'où le terme parentalité consciente. C'est quand je m'en vais faire une intervention, une action auprès de mon enfant, pourquoi je la fais? Tu sais, c'est quoi mon intention? Est-ce que ça vient d'une peur ou d'une culpabilité? D'un désir? Je vais donner un exemple. Moi, je fais l'école à la maison avec mes enfants, puis ça vient me déclencher. Parce que une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons pourquoi je fais l'école à la maison, c'était pour offrir vraiment un rythme à mon enfant, dans le sens à mes enfants, de comment il va pouvoir apprendre à son rythme, puis pas nécessairement être obligé de rentrer dans le moule, mais aussi dans le rythme que l'école demande et tout ça. Bon, fait que voilà. Mais c'est sûr qu'en même temps, j'ai le souci que si un jour il veut retourner à l'école ou peu importe qu'il doit retourner à l'école,
ben je veux pas qu'il soit trop en retard, tu sais, dans le sens que j'aimerais ça qu'il puisse... fait que oui, il y a mon petit ego parental là, qui dit, ben là, en même temps, je veux qu'il suive, hein, puis tu sais, bon. Fait que là, commence l'école maison, là, mon fils, il est rendu en 4e année, ma fille est rendue en 2e année. Mais là, bon, tout va bien, sauf en français. Là, je suis comme, bon, puis là, rendu en 1re, 2e année, veut pas lire, veut pas. Puis là, tu sais, au début, c'est bon, je suis son rythme. Puis là, à un moment donné, la panique me prend. Fait que là, c'est là que je vois des patterns comme de vouloir obliger, puis là, de vouloir menacer. Ben là, si ça se passe de même, tu vas retourner à l'école. Puis là, tu sais, fait que là, après ça, je me dis, voyons, qu'est-ce qui me fait réagir de même? Mais c'est ma peur. C'est ma peur de ne pas faire ma job. Qu'est-ce que les autres vont dire? J'ai pas fait de ma job. Ou, oh mon Dieu, il apprendra jamais à lire. Qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Ouais. Et cette peur-là me fait agir d'une façon réactive. Tu sais, dans le fond, au lieu d'être en parent conscient, je suis en parent réactif. Versus quand je prends conscience, donc quand je prends conscience de ça, cette peur-là, puis je me ramène à qu'est-ce qui est là maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la misère en français ou qu'il n'y a pas le goût. Puis là, finalement, il y a des défenses émotionnelles là-dedans. Et si je prends le temps de me connecter à ça, y aller à son rythme, oui, ça va être plus long. Mais là, il est en train de le développer. Puis oui, ça me demande de travailler sur ma peur de qu'ils ne suivent pas le rythme. Mais en même temps, c'est ça qu'il y a de besoin. Parce que si je suis là puis que je le pousse, t'es obligé, puis let's go. Après, il y a un juste milieu dans le sens que on va pas le laisser aller puis laisse faire. Là. Il y a un cadre à voir et tout. Là. Mais le fait que j'aie pris le temps de connecter, puis ça m'arrive encore aujourd'hui, c'est un work in progress. C'est comme un élastique que tu as étiré un petit peu, c'est pas grave, c'est juste la première année, c'est juste la deuxième, ça va venir en son temps. Puis là, t'es arrivé à un bout, tu dis, attends, là, faut peut-être que je recorde les affaires. Oui, la peur était tout le temps là un peu, mais à un moment donné, c'est comme, OK, mais... Après ça, un coup, cette phase-là de panique arrivée, je me suis quand même ramenée, puis on continue, puis l'évolution est là, pareil. Quand le fruit est mûr, on peut le cueillir. Là. Mais tout ça pour dire que des fois, nos peurs, nos réactions nous font agir d'une façon qui vont mettre de l'huile sur le feu. C'est sûr qu'avec mon fils, si j'avais continué dans cette voie-là de l'obliger, j'aurais créé plus de mal dans le sens qu'il aurait encore moins aimé l'école. De un, ça aurait nuit à ma relation. Sur pas juste l'école, sur tout le reste, toute la vie quotidienne. Donc, c'est aux parents, parce que le parent est le plus vieux, et techniquement le plus mature. Techniquement, c'est à lui, c'est ça, c'est à lui de faire « Oh, il se passe quelque chose, comment je peux changer la dynamique? » Oui, pour pas laisser ça dégénérer. Oui, et ça part de lui. Pas « Ben moi, j'aimerais ça, sois plus mature, si au moins tu pouvais faire ça. » Non, tu n'as pas de contrôle sur l'enfant. Qu'est-ce que toi, tu peux contrôler sur toi et qui va, on revient au côté énergie, qu'il y a un transfert d'énergie qui va impacter indirectement l'enfant puis que ça va le faire même évoluer. Dans le silence, hein? Parce que moi, j'aime ça comparer, tu sais, l'humain aussi à des animaux dans cette hypersensibilité. Puis des fois, je les appelle les thermostats de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils donnent la température. Même dans des silences, dans des non-dits, il y a des tensions, il y a de l'anxiété, il y a de la colère qui est perceptible dans l'énergie, mais qui n'est pas... Fait que la mère pourrait dire « Non, je suis pas en colère. » Finalement, allez, tu sais. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'au final, tu parles d'une forme de profonde intelligence émotionnelle parce que quand on n'a pas développé cette intelligence-là, on donne beaucoup raison à notre émotion et à notre déclencheur, comme si c'était justifié. Puis moi, j'aime ça dire je l'aime ma colère ou tu sais, je l'aime ma peur ou je l'aime quasiment mon anxiété. C'est comme si elle était un bouclier qui venait sauver quelque chose qui était plus profond. Mais si on ne va pas chercher ce qui est plus profond, on donne trop raison à ça. Fait qu'on reste longtemps dans cette émotion-là comme si c'était normal ou on ne pouvait pas la changer. Donc, ça demande beaucoup d'étapes de prise de conscience, ouais. Bien, j'ai envie de dire, l'important, c'est de créer une relation avec son émotion, dans le sens que, mettons, j'ai de la frustration, j'ai de la larme qui crée de l'anxiété ou peu importe. Oh, OK, c'est là. Comment je peux la laisser évacuer? Parce que c'est comme une énergie, il faut que ça sorte. Oui. Est-ce que je décide de la faire sortir? Il y a différentes portes là, de sortie émotionnelle. Là. On peut la sortir justement par les larmes, en la vidant, en la pleurant, en parlant. On peut la sortir en symptômes, développer des troubles d'anxiété, des maux de tête. Ça peut être physique, ça peut être, quand je pète une coche puis je sacre après tout le monde, ben, c'est une sortie. Là, pas que ça évacue, mais c'est pas nécessairement la meilleure, mais c'en est une. Ça, et on pourrait la sortir par du jeu libre aussi. C'est pour ça tout ce qui est art-thérapie, contact avec les animaux, tout ce qui vient
La musique, la danse, le théâtre et tout ça, l'écriture. Bon, Ou taper dans un oreiller aussi, pour ce qui est de la colère, tu sais, de crier dans son oreiller. Oui, ça, je te dirais que je le verrais comme plus une sortie, à quoi je vois mon modèle dans ma tête, là, une sortie plus d'attaque, mais plus socialement acceptable. Oui, parce que c'est pas tourné vers quelqu'un. Oui, ben, dans le sens que la colère peut être tournée vers soi, vers un objet ou vers quelqu'un, mais quand on est obligé de taper pour sortir la colère, c'est quand même une sortie d'attaque, tu sais, dans le sens de physiologique. Techniquement, on ne serait pas obligé de faire ça. On pourrait juste la ressentir, la danse. Mais, ou juste éventuellement, on pourrait la nommer puis la ressentir. Puis, mais bon, après ça, on n'est pas toutes des bouddhas, là, mais tout ça, c'est correct. Après ça, on a besoin d'aller crier dans notre oreiller, taper. C'est bien mieux que de taper quelqu'un, là. Mais en tout cas, juste pour finir sur ce point-là, je le trouve bon parce que c'est aussi une progression des fois qu'on va amener chez l'enfant. C'est sûr que l'enfant qui frappe une personne, on ne va pas lui demander du jour au lendemain « Parle-moi de ton émotion ». L'étape est trop grosse pour lui. Ça se peut que ça passe par tape dans l'oreiller avant, puis après ça, on va parler, puis après ça, bon. Il y a comme une diminution, là. Ouais. Puis le point que je l'ai amené aussi, souvent, l'émotion va venir d'un... encore dans la théorie de Neufeld, ça va venir d'une séparation, ça va venir d'un stresseur, là, mais souvent, ça vient comme d'un déclencheur par rapport à un attachement. Dans le sens que... Une perte d'attachement, du coup? Oui. En fait, soit un changement, soit une peur de perdre l'attachement. J'essaie de trouver un exemple concret. Mettons l'enfant, avant d'aller dormir, tout d'un coup, tout va bien. Puis là, à cause qu'on commence la routine de dos, se met à paniquer, se met à faire de l'opposition, à courir partout. Bien, souvent, si on regarde la source, lui, il anticipe déjà le dodo. Puis après la mort, le sommeil, c'est un des plus grosses séparations qu'un enfant, qu'une personne peut vivre, là, parce qu'il y a vraiment un détachement avec tous nos attachements, là. Un détachement avec nos attachements, c'est ça, avec des personnes significatives, on part vraiment, là. Et on prend les danses spirituelles, des fois, on peut partir loin. Mais donc toutes les formes de séparation viennent déclencher des émotions. De l'alarme, de la frustration, de la quête qu'on entend souvent comme de la recherche d'attention. Oui, la quémander, là. Je veux te parler, je veux jouer, je veux que tu sois là. Puis, encore un autre verre d'eau, encore, viens ici, puis là, d'accrocher. Bon, oui, ça. Je comprends. Ça, toutes ces émotions de base-là, c'est ça, viennent d'une peur. Ça peut être une vraie séparation physique, c'est comme le dodo, mais ça peut être anticipé ou ça peut être même imaginé ou perçu, là, comme j'ai peur que mes amis m'aimeront plus ou j'ai peur d'avoir une mauvaise note. Donc, ça, c'est la superficie. On pourrait penser donc être moins aimé de mon prof, donc être moins aimé de mes parents. Donc, il y a toujours, quand on creuse, il y a toujours un lien avec une personne avec qui on est attaché. On est des êtres relationnels, ouais. On est des êtres sociaux, on est des êtres collectifs. Et là, c'est intéressant, tu arrives à la racine même de tout ce qu'on parle depuis le début, qui est l'attachement, qui est le lien, qui est la relation, qui est le dialogue. Parce que c'est ça qu'on nomme aussi, c'est un dialogue avec l'enfant. Tu sais, dans le non-verbal ou dans le verbal. C'est ça, une communication. Puis c'est fou comment toute la société est construite pour nous déconnecter de nous, de la relation à l'autre et de briser tous les liens d'attachement. Puis moi, dans mon travail, je ramène les liens d'attachement à la nature, à la terre, aux animaux, à l'autre, à soi. Et c'est fou les traumas, puis les difficultés, puis les résistances qu'il y a parce que c'est comme on brasse une soupe qui est là depuis des générations, comme quoi, tu sais, l'humain comprend pas l'essence même de son besoin ou de sa vie parce que, tu sais, les animaux, les plantes, les insectes ne nient pas leurs besoins de collectivité puis leur partage collectif. C'est une clé de la survie, même les animaux aquatiques et tout ça. Donc, la nature est porteur de cet enseignement-là qui est le plus grand au monde, puis l'humain enseigne complètement le contraire, du moins dans nos sociétés occidentales. Oui. Mais là, la rupture, finalement. En fait, c'est qu'on prône tellement l'autonomie, puis qu'on pousse ça. Puis oui, en fait, l'autonomie, c'est un fruit de la maturation émotionnelle. Sauf qu'on le pousse tellement jeune, tellement que là, ça vient briser nos liens d'attachement, ça vient briser notre développement émotionnel. Donc, on paraît autonome en forme, mettons visuellement, sauf qu'on est brisé de l'intérieur. Mais c'est quoi d'abord les étapes? Ça serait quoi les bonnes étapes du développement, justement, émotionnel d'un enfant? Sans parler je pourrais parler des étapes. J'en ai nommé un peu tantôt, d'être capable de ressentir, d'être capable d'exprimer l'émotion, d'être capable de la nommer, de la ressentir. Mais pour mieux répondre à ta question, j'ai envie de te dire
les 3 clés importantes pour qu'un humain atteigne, mettons, son plein potentiel, puis c'est beaucoup inspiré de la théorie de Gordon-Neufeld au niveau de développemental de l'attachement, c'est justement la relation. Comment je vais être attaché dans le bon mode. Là, je ne vais pas aller trop en détail, là, mais il y a comme un mode pour être attaché, justement, rapidement, c'est l'enfant doit être attaché en mode de dépendance, c'est-à-dire, je me laisse guider. Je peux m'apaiser, lâcher prise. Je suis dans ma zone verte, je suis relax, je me laisse guider par toi, j'ai confiance en toi. Wow. Et souvent, l'enfant n'est pas dans ce mode-là, pour différentes raisons là, qu'on a un peu nommées. Ouais. Et on veut avoir un attachement assez profond. C'est-à-dire, pas juste avec les sens. Quand on est bébé, on est attaché aux sens. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin d'être proche. Après ça, la similitude, on se ressemble, hein, on est ensemble, on est amis parce qu'on se ressemble, on est pareil. Puis après ça, on est loyal, on est dans la même gang. T'sais. Puis souvent, ça arrête là, les niveaux d'attachement. Mais après ça, c'est je me sens important pour toi, je me sens aimée par toi, puis je me sens connue de l'intérieur, je suis capable de livrer mes secrets. Fait que ça, c'est, en tout cas, il y a 6 phases d'attachement. Puis idéalement, on veut arriver à développer ces phases-là avec notre attachement principal, c'est souvent nos parents. C'est ça la clé de la confiance en soi, c'est ça la clé de l'émergence. On parle beaucoup de tactiques pour développer notre confiance en soi, mais c'est comment on va développer notre sentiment d'attachement avec une personne clé, puis être dans le bon mode, en tout cas. Mais on en manque de ça, parce que moi, j'entends beaucoup des gens qui s'isolent, justement, en nature. Ils vont dire « j'aime mieux les animaux que les humains ». Et moi, j'entends ça tout le temps, où je suis bien isolée tout seul. Fait qu'au contraire, cette autonomie ou cette construction de l'estime ou de la valeur est comme obligée d'être faite loin de l'humain, parce que l'humain est toujours comme un activateur de souffrance. Donc, il cherche une relation authentique, finalement. Mais en fait, c'est ça qui est la clé, mais en même temps qui est difficile, parce que oui, l'autre racine là, importante, oui, tu as la relation, mais c'est l'émotion. Donc, être capable de toucher à sa vulnérabilité. Sauf que des fois, c'est très difficile d'être en relation parce que ça vient nous déclencher. Donc, c'est trop. Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est hyper complexe. J'aime ça que tu ramènes l'émotion dans l'équation. Fait que c'est pas juste la relation et la dynamique relationnelle, c'est tout le bagage émotif qui est accumulé, qui a besoin d'être comme... Parce que des fois, l'enfant va avoir une bonne relation, mais au prix de son émotion. Comme on dit, il a fallu qu'il la coupe pour être accepté. Donc, finalement, il n'est pas très authentique. Il n'est pas lui-même. Tellement. Fait que là, les 2 clés sont pas là, les 2 racines sont pas là. Et fait qu'il y a vraiment un enjeu. Tu sais, c'est vraiment de trouver une danse. Des fois, on va commencer par une, des fois par l'autre. En tout cas, en fait, souvent, on commence par l'attachement. Puis là, quand il est assez, on peut ouvrir la relation. Puis là, il faut aller solidifier. En tout cas, il y a comme une danse à aller faire. Et l'autre racine que moi, j'ajoute, c'est celle de la conscience. Parce que ça devient beaucoup plus simple d'aller travailler ces 2 racines-là quand on le fait en conscience. Quand on est, là, comme je expliquais tout à l'heure, là, t'as un petit peu, là, ma réaction, mon intervention, je ne suis pas connectée à l'essence, je ne suis pas connectée aux besoins, je ne suis pas connectée à l'émotion, là, je suis juste dans mes peurs, dans ma culpabilité et tout ça. Donc, si on arrive à agir plus en conscience, on va aller direct au problème. En terminant, j'aimerais ça te donner des exemples d'enfants que j'ai accompagnés hypersensibles. J'aimerais ça que tu me donnes un éclairage. Je vais te donner 2 cas. Okay. J'ai une petite fille qui fait beaucoup d'anxiété, puis à l'école, elle est même isolée dans la récréation. Il la garde dans la classe. Elle a comme un lapin, donc utilise beaucoup la zoothérapie. Puis quand que sa mère l'a amenée, vu qu'elle a vu qu'elle aimait beaucoup les animaux, dans ce rapprochement-là, elle l'a amenée dans un atelier de connexion avec les chevaux pour comme une thérapie par les chevaux avec une psychologue. Et ce qui est arrivé, la psychologue m'a contactée parce qu'elle m'a dit... Quand elle est arrivée devant le cheval, cette petite fille-là, elle a tout lu le cheval. T'sais, elle a tout compris comment était le cheval, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Fait que là, ça avait comme tout émergé chez elle. Fait qu'elle dit, moi, je voulais que le cheval soit à son service, mais au final, elle est tellement hypersensible, puis elle fait de la télépathie, elle comprend tellement l'enjeu de l'autre, puis elle est jeune. Donc là, elle me l'a référé pour des formations, des ateliers. Donc là, je l'ai accompagnée, puis en l'accompagnant, je l'ai ramenée à dire... Comme tu es télépathe, comme tu es hypersensible, comme tu es empathe, bien, on va différencier tes émotions à toi de celui des autres. Donc, il y a comme une construction identitaire. Puis moi, je me reconnais beaucoup là-dedans parce que j'étais là-dedans quand j'étais jeune. Qui suis-je? Parce que quand j'étais jeune, je voulais nommer ce que je voyais pour qu'on me valide. Ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi. Mais là, elle avait plus ou moins conscience aussi que tout son mal-être, toute son anxiété sociale venait du fait qu'elle catchait tout de tout le monde. C'est ça. Mais c'est comme si toute la charge que les autres enfants... Elle n'en avait pas conscience. Elle recevait, mais
Elle sait pas comment les gérer. Puis en plus, c'est comme si ce que les autres enfants font pas comme travail, tu sais, ou avec leurs parents, de se comprendre. Fait que, tu sais, tu joues dans le cours d'école avec ce bagage émotionnel-là qui est refoulé. Mais ces enfants-là, hypersensibles, qui sont de plus en plus nombreux sur la planète, ressentent leurs parents, ressentent leurs amis. Et il y a un mal-être collectif parce qu'ils n'ont pas de maturité énergétique ou d'intelligence énergétique de dire ça, c'est à moi, ça, c'est à l'autre. Puis aussi, comme de compréhension. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet-là? Bien, tu vois, moi, déjà, quand tu as commencé à expliquer, la référence est venue comme elle reste à l'écart ou elle veut pas. Tu sais, c'est un peu ça. Mon Dieu, c'est quoi le problème? Pourquoi il n'y a pas de. Puis là, tout de suite, on pense qu'il y a un problème versus aller connecter à l'enfant pour comprendre. Ah, je vois que, tu sais, on nomme la situation, on prend conscience. Je vois qu'on dirait que tu n'as pas l'air intéressé ou tu n'as pas le goût ou tu ne veux pas aller à l'extérieur, tu ne vas pas. Tu sais, comprendre ce qui se passe. Puis là, déjà là, on aurait pu voir sa réaction. Est-ce qu'elle est capable d'en parler ou non, je ne veux pas en parler. Oh, puis là, il y aurait des défenses émotionnelles. Bon, en tout cas, il y aurait plein de choses à aller voir. Mais si l'enfant en parle, non, je me sens pas bien avec les autres. Ah, c'est intéressant, est-ce que je suis curieux, j'aimerais. On aurait pu déjà, un peu probablement ce que tu es en train de faire avec ton accompagnement, y faire prendre conscience de ce qui se passe. Parce que la première clé, c'est ça. Comment connecter pour faire prendre conscience à l'enfant ce qui se passe, ce qu'elle vit, valider ce qu'elle vit à l'intérieur. Fait qu'elle on est en train de valider avec elle que moi, je ressens trop d'affaires, je suis tout mélangée, c'est trop pour moi. Fait que mon mécanisme dans ce temps-là, c'est de m'isoler. Oui. C'est super important pour elle de comprendre ce mécanisme-là. OK, as-tu remarqué que quand c'est trop pour toi, tu as tendance à t'isoler? OK, bien parfait. Est-ce que c'est un mécanisme avec lequel tu es à l'aise? Non, parce que j'aimerais ça aussi, peut-être avoir des amis. Oui, moi, j'aime mieux ça de même. Mais OK, dans le sens qu'on va pouvoir mieux orienter après nos interventions, connaissant, en partant d'elle, là, parce que nous, on prend pour acquis que les enfants, ça doit tout être ensemble, ça doit jouer ensemble. Pas nécessairement. Fait qu'il y a comme des éléments dès le départ pour connecter avec elle, faire prendre conscience. Puis peut-être que, un peu comme c'est arrivé avec toi, là, on va prendre conscience que je suis toute mêlée. J'ai fait « Oh, OK, c'est mêlant pour toi. On dirait que tu sais plus qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas. » Puis là, on va discuter ça, on va l'aider à prendre conscience de ça. Puis de ce que tu me dis, probablement ça prend une bonne... En fait, ça prend une bonne intégration, maturation pour savoir... Il y a un côté de moi qui pense ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui me dit ça, mais on dirait que je suis mêlée. T'sais, l'enfant doit être capable de voir deux éléments en même temps, là, sinon tout est mélangé. Fait qu'on va l'aider à créer ça avec sa maturité. Puis la société, c'est pas que ça existe, la télépathie. Ils vont même dire que c'est pas vrai. T'sais, donc, bien là, ça, c'est un autre niveau. Si la personne ne croit pas à ça, là, elle va se demander « Oh mon Dieu, c'est elle qui a tous les problèmes. » Oui, c'est ça, parce que c'est ça le problème avec ces enfants hypersensibles-là. Il y a une partie qui est récente qui n'est pas d'eux. Donc là, si on les accompagne en leur disant « tout est ton problème », mais c'est pas tout mon problème, il y a un problème qui appartient à l'autre. Si je redonne la responsabilité à l'autre, moi, je me décharge puis je retourne dans mon émotion à moi, dans ma réalité à moi. Je peux te donner un exemple, tu sais. Mes enfants, ils en font de la télépathie comme ça. Puis à un moment donné, il y a ma fille qui me dit « Ah, je pense à mamie, il faudrait voir mamie. » Puis je suis comme « Ah, c'est bizarre qu'elle me sorte ça ce matin, ça lui ressemble pas. » Je me suis dit « Ah, c'est peut-être mamie qui pense à elle. » Puis 10 minutes après, ma mère appelle « Ah, je m'ennuie des enfants, je les ai pas vus. » Fait que, tu sais, ma fille pensait que cette émotion-là ou ce besoin-là venait d'elle, mais finalement, c'était comme ma mère qui pensait à elle puis qui, en se connectant à l'énergie de ma fille, avait amené ça à sa tête. Ou même comme... Bien, ça va être hyper important de... C'est sûr que là, à un autre niveau, il y en a de plus en plus qui font ça, mais c'est pas tout. Mais ça serait les mêmes techniques de « OK, tu as cette émotion-là à l'intérieur de toi, cette intuition-là à l'intérieur de toi. Est-ce que elle t'appartient ou... tu sens que ça vient d'ailleurs. Tu sais, ça va être un gros travail à faire, mais c'est un travail d'accompagnement. Tu sais, oui, le parent peut poser ces questions-là, mais si le parent n'a pas ça, il ne saura pas. Mais en même temps, c'est quand même des techniques qu'il peut apprendre dans le sens de connecter, de voir ce qui est à l'intérieur, de voir qu'est-ce que... Puis s'il connaît l'enfant qui a cette capacité-là, il peut l'aider à voir est-ce que ça vient de toi ou pas. Dans le fond, au niveau... L'enfant, des fois, il va se sentir responsable. Comme là, l'exemple avec ta fille... Elle ressent ça de grand-maman, puis elle prend le responsable. Oh, on devrait l'appeler ou on devrait faire ça. Mais là, ici, ça serait, OK, bien, si grand-maman veut appeler, elle va le faire. Tu sais, ça va être de comment? On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas aller au-devant des autres. Bien, on peut, mais à un prix, là. Donc, ça va être de ramener, OK, vis dedans, ça, tu te sens pas bien. Ouf, on dirait que là, c'est là qu'on va se connecter à ce qu'il y a en dessous, comme on dirait que c'est plus fort que toi, on dirait que tu as de la misère à t'empêcher. Quand tu ressens ça, on dirait que tu voudrais tout de suite aller régler, tout de suite aller sauver la personne.
Là, c'est là qu'on revient plus Oui. dans la connexion et non pas dans Aller arrête-toi, sauver la allez. personne. Combien Non. d'enfants cherchent à sauver leurs parents? Oui. Mais tu sais, en tant que Émotionnellement. parent, ici, on voudrait intervenir sur ben non, c'est pas correct, ma grand-maman va nous appeler, alors qu'on voudrait revenir sur la connexion. C'est difficile pour toi de pas tout de suite aller appeler, hein? C'est difficile pour toi de pas répondre à ce sentiment-là. En tout cas, Oui, je comprends. là, on est rendu On est loin. C'est intéressant. Écoute, merci beaucoup, Kayla, pour ces éclairages-là, pour tout cet accompagnement-là que tu fais avec les enfants, avec les familles. Si jamais vous avez des enfants qui ont justement cette sensibilité-là, qui vivent des émotions, que vous avez envie de mettre la conscience, de l'écosystème, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de comprendre les interrelations entre tous les membres de la famille à l'école, en comprenant les liens d'attachement, le dialogue, la communication, les émotions. Vous pouvez contacter Kayla Rodrigue sur son site internet au kaylarodrigue.com. Vous allez pouvoir aussi, si vous voulez accompagner vos enfants au développement de leur faculté psychique, parce que comme on disait vers la fin, il y a des enfants qui sont aussi très sensibles, empathes, ils font de la télépathie, comprennent ce que les autres pensent et ressentent, puis là, ils viennent tout mélanger. Donc, de pouvoir reprendre ce pouvoir-là vers eux va leur donner vraiment des outils d'estime de soi puis de connaissance de soi. Il y a aussi le livre Luna et la libellule, qui pourrait être intéressant aussi pour vous, pour aborder cette sensibilité-là en nature. Puis dans le livre, on voit deux personnages, un enfant un peu moins sensible, plus à utiliser la nature pour s'amuser, puis une autre petite fille qui est plus empathe, plus émotive dans la nature, puis qui comprend qu'il y a une relation qu'il faut respecter et soutenir. Donc, ça pourrait engager un beau dialogue avec votre enfant, que vous ayez un enfant qui est comme Max ou un enfant qui est comme Luna. Donc, vous pouvez visiter mon site internet au www.centreeden.com pour toutes les informations. Merci, Kayla. Merci à toi. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant des heures. Oui. Je te réinviterai si on a envie d'en parler encore plus. Ouais. Je te souhaite une belle journée, puis merci à vous tous d'avoir été présents. Merci. À bientôt. Bye-bye. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.